Au début, je pensais que ça allait me détruire. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis quelqu'un de bien, j'ai jamais rien fait de mal. Quand on est petit, on nous apprend à se méfier des étrangers et des personnes qui ont l'air bizarres, les personnes qui font peur. Je sais aujourd'hui que ça ne suffit pas. Il faut en réalité se méfier des personnes qui ont l'air gentilles, des personnes qui nous inspirent le plus confiance. The first time, the back door was wide open. I just walked right in the house. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Help me understand. What does it do for you? It gets me high. J'ai toujours pensé que quand on vit avec une personne comme ça se remarque. D'accord, il y avait quelques signes, mais on ne peut pas me juger tant qu'on n'a pas vécu la même chose, ni vu ce que j'ai vu, ni ressenti ce que j'ai ressenti. I think Joy's a different person, but I think I enriched her life in some way. Wasn't all bad. Il était très doué pour cacher qui il était. Le soir de notre rencontre, j'étais sortie avec 2 amis. J'avais 27 ans, je venais de divorcer, j'avais 2 enfants en bas âge. Ce n'était pas le moment de rencontrer quelqu'un. Mais j'ai vu Howard. C'était un homme séduisant et très attirant. Il est venu à notre table pour nous payer un verre. I was wondering if I could buy you all a round of drinks. That's okay with you? Sure, that sounds great. Il avait récemment divorcé et il avait des enfants. On avait déjà une certaine affinité. Yeah, you don't get to do this kind of stuff too often as a parent. No, it's a totally different world. Yes, and I feel like I don't even know how to get back into this. Il a essayé de m'embrasser très rapidement, mais j'ai tourné la tête. Sorry. Je me suis dit qu'il cherchait seulement un coup d'un soir. Mais c'est pas ce que je voulais. Hey, Joy, I think we're gonna head out. Okay, I'll be right there. Je lui ai pas donné mon numéro et il ne m'a pas donné le sien non plus. Ses enfants vivaient dans le Colorado et il avait l'intention d'emménager là-bas. It was really nice meeting you, Howard. Nice talking to you too, Joy. À ce moment-là, je pensais jamais le revoir. Puis je suis partie. Après avoir quitté le bar, on s'est arrêté avec mes amis à une station-service. Et en sortant, on est tombé sur Howard, qui était avec ses copains. Isn't that the guy from the bar? Mon ami m'a dit « Regarde qui est là ». Et il m'observait en souriant. J'ai pensé que c'était juste une coïncidence qu'on se retrouve à la même station-service. I know you. Yeah, you look familiar. Il m'a demandé mon numéro. I was kind of wishing I had got your number back at the bar. I'd hate to pass up the second chance. Je le trouvais sympa et il me faisait rire. Alors je lui ai donné mon numéro. J'imaginais pas que je prenais un risque. Call me. I will. Quand j'y repense, je crois qu'Howard avait prévu de me suivre. Je me suis toujours demandé si j'étais sa proie ce soir-là. Howard était un homme très romantique. Je recevais souvent des fleurs, des petits mots qui disaient « tu me manques ».
J'étais flattée d'avoir un copain attentionné. Mais après un certain temps, j'ai remarqué qu'il fermait toujours les yeux quand nous étions au lit ensemble. What's the matter? J'ai fini par lui demander à quoi il pensait. When you close your eyes, what are you thinking about? Et il m'a répondu, tu ne veux pas savoir. It's probably better if I don't tell you. À l'époque, je croyais qu'il pensait à d'autres femmes. Et ça me mettait mal à l'aise. Mais j'ai tendance à éviter les conflits. Alors, j'ai rien dit. Et j'ai laissé tomber. Go up in the shower, okay? Maintenant, quand j'y pense, ça me rend malade. Parce que je sais qu'il imaginait vraiment d'autres femmes. Mais dans un contexte horrible. J'ai encore du mal à y croire aujourd'hui. Howard travaillait dans la vente et il passait 80 à 90% de son temps sur la route. On se voyait parfois le week-end. Un jour, il était en ville pour un repas d'affaires. Il était parti en oubliant son ordinateur portable. Et en voulant l'éteindre, j'ai vu qu'il avait imprimé mes relevés de téléphone. Il m'espionnait. Je lui ai posé la question quand il est rentré. Pourquoi tu les as imprimés? Howard, what's this? I was gonna tell you. I wanted it to be a surprise. Il savait que j'avais des problèmes d'argent en tant que mère célibataire. Et il payait certaines de mes factures sans me le dire. What else are you doing that I don't know about? I'm just trying to do something nice for you. What's your problem? Je suis une femme autonome et je voulais pas avoir à dépendre d'un homme. J'avais pas besoin de son aide. This is an invasion of my privacy. Ça m'a mise en colère. Et on s'est disputé. Ça me gênait de savoir qu'il était prêt à aller aussi loin pour me surveiller. Alors j'ai décidé qu'il valait mieux rompre avec lui. Get your stuff and get out now. Et je lui ai dit de partir. Okay, forget it. Deux ou trois jours plus tard, il est venu me voir au travail. Joy. Et il s'est agenouillé devant moi pour me faire sa demande. Marry me. Pendant ce temps-là, je me disais, oh non, relève-toi et va-t'en, ne fais pas ça. You're the greatest thing that's ever happened to me. I don't want to lose you. I love you. Il m'a fait un grand discours, le genre que toutes les filles rêvent d'entendre. Howard, what are you doing? Je lui ai pas dit non tout de suite. Je lui ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. J'avais rompu avec lui seulement quelques jours plus tôt. On pouvait pas se fiancer sur un coup de tête. Et je lui avais pas pardonné le fait qu'il m'avait espionné. Howard, get up. Listen to me. Listen. I've thought a lot about this. I want to take care of you. I want to take care of your kids. Howard savait exactement ce qu'il fallait dire pour réussir à me convaincre. I want us to be a family. Il m'a dit qu'il voulait prendre soin de moi et de mes enfants et m'offrir la vie que je méritais. C'était un bon père et c'est ce qu'il manquait à mes enfants. Alors, j'ai changé d'avis. Cette photo a été prise le jour de notre mariage. Je vivais un conte de fées. J'espérais qu'on ait une vie heureuse ensemble. Mais immédiatement après le mariage, j'ai eu la constante impression
d'avoir fait une erreur. C'est comme ça que son esprit fonctionnait. Il devait me dominer. À partir du moment où je l'ai rencontré, il était déjà trop tard pour moi. When did you marry Joy? 2003. That's when I really started the double lie. And how long are you married to her? Till I got arrested. Okay. I was in love with it. I still am. La première année de notre mariage, on ne vivait pas sous le même toit. Il travaillait à Fort Collins, à 4 heures de route de chez moi. Un soir, je suis sortie avec des amis et j'ai passé la nuit chez l'une d'elles. Il est arrivé le lendemain. God, Howard, I wasn't expecting you. I thought you weren't coming home until tonight. Il voulait savoir où j'avais dormi, pourquoi j'étais pas rentrée la veille. Where were you last night? Et je lui ai demandé, comment tu sais que je suis pas rentrée? Il a avoué immédiatement qu'il avait mis du ruban adhésif sur la porte du garage. Il savait que j'étais pas rentrée. Parce que si ça avait été le cas, j'aurais retiré le ruban. Mais quand il était arrivé ce matin-là, le ruban était resté intact. The tape on my garage door? Who does that? What is with you? This is the phone bills all over again. That is so weird. Oh my God. J'avais même pas le droit de passer une soirée avec des amis. J'avais cette impression dérangeante qu'il était prêt à tout pour savoir ce que je faisais. You know, check up on me. I'm sorry. Mais il savait se montrer très charmant. Very charming. I don't know what I was thinking. I'll do better. Il avait beaucoup de charisme. There was just something about Il y avait quelque chose chez lui everybody qui le rendait sympathique. likes. You need to trust me. I know. I know. I'm sorry. I'm not really a J'aime pas les disputes. Alors souvent, Sometimes I do just disons que let things je n'insiste pas. go. Ça, c'est nous, quelque temps après le mariage. J'étais à une soirée chez une amie et il est arrivé sans prévenir. Il voulait me faire une surprise. Il disait que je lui manquais beaucoup trop. Toutes mes amies trouvaient ça romantique et adorable. Mais il surveillait où j'allais. Il m'espionnait. Il regardait mon historique d'appels. Il fallait qu'il sache tout ce que je faisais. Ça me rend malade de voir toutes ces photos aujourd'hui. Je suis très proche de mes enfants. Je leur consacrais toute mon attention et ça ne lui plaisait pas. Un jour, je l'ai surpris dans la chambre de mon plus jeune fils. Howard était sur le point de le frapper. Je punissais pas mes enfants, alors j'allais pas laisser faire. J'ai pris mon élan, mais il m'a attrapé le poignet et m'a tordu le bras. En un instant, il était en train de m'étrangler sur le lit et je pouvais rien faire pour l'arrêter. J'entendais sa fille crier « Arrête, papa !» C'est grâce à elle qu'il m'a lâché. Je me suis relevée et il a commencé à s'excuser. Je voulais pas t'étrangler, j'essayais de t'immobiliser parce que tu voulais me frapper. Joy. I don't know what got into me. I just got overwhelmed. J'ai toujours dit que j'étais pas comme ces femmes qui laissent un homme les frapper et qui restent. Joy, I'm sorry, please. Mais je pouvais pas le quitter. J'étais la seule dans ma famille à avoir déjà divorcé.
Si je le quittais, ça faisait 2 mariages ratés. C'est pour ça que je suis restée. Je voulais pas décevoir mes parents une seconde fois. Oh God, please forgive me. Un soir, on est sorti boire un verre dans un bar. Il y avait des filles habillées en jupe courte et décolletée. Il a commencé à dire que c'était des filles faciles. Look at these girls. Why would they go out dressed like that? We're having common decency. Il a ajouté « Les étudiantes couchent avec tout ce qui bouge What are you talking about? Slutty outfits. ». Son ton était agressif et révélait sa haine des femmes. Anyone who dresses like that is just asking for trouble. J'étais très étonnée des commentaires qu'il faisait. Je le reconnaissais pas. Il n'était pas comme ça au début de notre relation. How could you say something like that? You have a daughter. Just because they're dressed that way doesn't mean they're trying to seduce someone. Can we just get back to our night? Yeah. I'm sorry, you're right. Chaque fois que je lui faisais remarquer son comportement, il changeait de discours immédiatement. Il redevenait un homme charmant. Quand j'y repense aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'était ce qui l'attirait. Dans son esprit, il imaginait des scénarios horribles. Depuis le jour où je l'ai connu, Howard a toujours été en déplacement à travers tout le pays. Une fois, il était parti pour 1 semaine. Je devais être hospitalisée et je voulais savoir si on était couvert par l'assurance santé en cas de conditions préexistantes. Alors, pour avoir ma réponse, j'ai cherché les papiers de l'assurance dans le placard. Et dans une boîte, j'ai trouvé une liste avec des noms de femmes, leur adresse et leur numéro de téléphone. En parcourant la liste et en lisant tous les noms, j'ai remarqué que ces femmes vivaient dans les villes où Howard se rendait pour le travail. J'ai aussi compris que c'étaient toutes des étudiantes, car elles habitaient sur le campus ou dans des dortoirs. Ma première réaction a été le doute. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'il manigançait? J'ai tout de suite pensé qu'il me trompait et qu'il voyait d'autres femmes dans chaque ville qu'il visitait. Ça m'a anéanti. Mais j'ai aussi vu qu'il avait mis un astérisque devant le nom d'une fille qui habitait dans une ville où il était allé souvent récemment. Je voulais savoir pourquoi. Alors j'ai appelé cette fille pour savoir comment ils se connaissaient. Mais elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas de Howard Bruce ni de Robert Bruce. Elle ne savait pas qui c'était et m'a demandé de ne plus jamais l'appeler. Puis elle a raccroché. J'ai pris ça comme une confirmation. C'était évident qu'elle ne voulait pas me parler parce qu'elle le connaissait. Ensuite, j'ai interrogé Howard. What is this? What am I looking I don't at? know, you tell me. So you're just gonna go through my stuff? I'm not Just going going through through my your closet? Il était très énervé parce que j'avais touché à ses affaires et ça ne lui plaisait pas. It's not Okay, okay I'm if I go through your stuff, but you can go through This mine. isn't anywhere near the same thing. What is that? What is this? It's Yeah, a, what it's is a list that? of names, Joy. I don't know. Et quand j'ai voulu en savoir plus, il a essayé de me faire croire que c'était une liste de toutes ses anciennes copines. Calm Relax, down, take a deep okay? breath. I don't need to take a Come deep back. breath. I want to know who these women are. They're nobody. It's nobody. C'était un grand manipulateur. Il savait exactement quoi dire et à quel moment pour que ça paraisse crédible. You cheating on me? No, Joy, I'm not cheating on you. I would never cheat on you. You're the greatest thing that's ever happened to me. Why would I jeopardize that? Une partie de moi ne voulait pas croire,
qu'il pouvait me tromper. Cheating on me. They mean nothing to me. Look, this is all in the past. You're the only one that I love, okay? J'ai laissé cette histoire de côté et j'ai fini par l'oublier. Du moins, j'ai essayé. C'est une photo de mon anniversaire. Il m'emmenait souvent boire un verre. Au bout d'un certain temps, je craignais les soirées où on sortait. J'avais peur parce qu'il n'acceptait pas que je dise non. Il me disait « Allez, prends encore un verre ». Avec le temps, j'ai fini par comprendre que j'avais des trous de mémoire. Je me réveillais le lendemain, l'esprit embrouillé. J'avais mal à la tête, j'étais nauséeuse et je ne me souvenais pas de toute la soirée. Je me réveillais sans savoir comment j'étais arrivée là. Mais je n'avais pas bu plus que d'habitude. Alors je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis j'ai été plus attentive. J'avais des trous de mémoire quand je buvais avec lui, mais pas quand je sortais avec mes amis. I brought this for you. J'ai fini par en parler à Howard. Et il disait que c'était à cause de mon métabolisme ou parce que je n'avais pas assez mangé avant. Told you should have had something in your stomach. You're not 20 anymore. Il avait toujours une réponse toute prête. Je l'ai pris à la légère au début. J'en ai même parlé à une amie et on en a rigolé. Et sur le ton de la blague, elle m'a dit « Il doit sûrement te droguer ». Go make you some breakfast. Mais j'ai envisagé cette possibilité. J'en avais marre de ces trous de mémoire. I tried to quit and felt guilty and would go and not do it and then... But you always returned. Yeah, I fought it every day. And every time I said, I'm not going to do it again. And it would creep and I would backslide. J'avais plus de cigarettes. Il rangeait les siennes sous le siège de sa voiture. Alors, je suis allée voir si jamais il lui en restait. J'ai trouvé un canif, des gants et une cagoule. Howard les avait filmés. Quelques jours avant de partir pour Albuquerque, j'ai cherché la cassette. Mais Howard ne mettait jamais de titre dessus. En voulant retrouver la cassette, j'en ai mis une dans le magnétoscope. C'était une vidéo de moi. Je ne saurais pas la décrire. Dans cette vidéo, je ne suis pas consciente et il est en train de me violer. Je suis inanimée, je ne fais pas de bruit, je suis complètement évanouie. Ça l'excitait que je sois endormie et qu'il puisse faire ce qu'il voulait de moi. J'étais abasourdie. J'avais à la fois trop chaud et trop froid. Je voulais pas en voir une seconde de plus. Alors j'ai éteint la télé et je suis restée assise par terre le temps de comprendre ce que je venais de découvrir. J'avais dû avoir une centaine de trous de mémoire depuis qu'on était ensemble. J'avais peut-être vu 30 à 60 secondes de la vidéo. Et je me demandais constamment qu'est-ce qu'il m'est arrivé toutes les autres fois.
Quelques minutes plus tard, Howard m'a appelé. Je lui ai dit directement, j'ai vu la vidéo que tu as faite. How could you do that? Il m'a demandé, quelle vidéo? Et je lui ai dit, tu sais très bien. La première chose qu'il m'a dite, c'est, ça t'a excité de me voir te violer? Why would you ask me that? Je comprenais pas comment on pouvait faire ça à quelqu'un qu'on aime. Quand il a saisi que j'étais réellement en colère, il a fait comme s'il n'avait rien fait de mal. Et il a changé de ton. Je suis désolée, j'avais trop bu, j'ai perdu le contrôle de la situation. Il essayait de minimiser ce qu'il avait fait. Mais cette fois-ci, c'en était trop. Il ne pouvait plus me convaincre. Ma vie a complètement changé le jour où j'ai visionné cette cassette. Je pouvais plus revenir en arrière. Je devais partir. C'était fini pour moi. Il voulait se faire pardonner, mais il avait l'air tendu et sur les nerfs. Il voulait qu'on discute dans un endroit calme. Alors on a pris la voiture. Et on s'est éloigné de plus en plus de la route principale. Puis on a fini par se garer. J'ai commencé à paniquer. Je savais de quoi Howard était capable après avoir vu la vidéo. What are we doing? Where are we? I just want to talk about what happened. Mais je savais pas jusqu'où il pouvait aller. Il m'a posé des questions comme « Tu l'as regardé en entier ?» Il continuait à s'excuser aussi. Il le faisait furtivement pour que je ne m'inquiète pas. How could you do something like that? I don't know what I was thinking. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris qu'il cherchait à savoir si j'avais découvert d'autres choses, comme les autres vidéos où il violait ses victimes. How much did you actually see? Ça m'horrifie encore plus maintenant, parce que si j'avais regardé plus longtemps, si j'en avais su plus, je ne serais pas revenue vivante de cette balade en voiture. I turned it off. I didn't want to see that, and I never want to see anything like that ever again. I'll get rid of it. I promise nothing like this will ever happen again. J'ai bien insisté pour qu'il comprenne que je n'avais vu que la vidéo de moi. Let's go home, all right? Let's just forget this whole thing ever happened. Yeah, okay. Ça m'a sauvé la vie. Pour lui, la crise était passée. Je l'ai quitté et je suis rentrée à Albuquerque. Même si nous n'étions pas légalement divorcés, pour moi, c'était fini. En octobre 2009, j'ai pris le journal pour faire des mots croisés. En cherchant la page, je suis tombée sur un article. D'habitude, je ne lis jamais le journal, je fais juste les jeux. Mais cet article a attiré mon attention. La police a retrouvé la trace du violeur à l'éther. Je me suis mise à lire. J'ai appris que la police recherchait un violeur depuis 20 ans. Ils l'appelaient le violeur à l'éther parce que toutes ses victimes étaient inconscientes lors des faits. Et ils pensaient qu'il leur faisait respirer de l'éther. J'ai tout de suite pensé à la cassette et à ce qu'il m'avait fait. J'étais pétrifiée et mes poils se sont hérissés. J'ai commencé à m'affoler. C'était lui, c'était sûrement lui. Le journaliste donnait beaucoup de détails. Ça s'était produit quand il vivait à Albuquerque. Mais il n'y avait pas que des victimes au Nouveau-Mexique. Il y en avait aussi au Texas et dans l'Oklahoma.
Les dates auxquelles il avait sévi à Albuquerque correspondaient à l'époque où Howard vivait là-bas. Les victimes identifiées dans l'Oklahoma avaient été agressées quand Howard y était. Pareil pour le Texas. Je savais qu'il s'était rendu à Austin à ces dates-là. Ça faisait beaucoup d'éléments qui l'impliquaient. Ça expliquait la liste de noms. C'était pas des filles qu'il avait fréquentées, c'était des victimes potentielles. J'ai alors repensé à la cagoule, aux gants, aux canifs. Il s'était servi de ces objets pour attaquer ces femmes. Sur la page, il y avait aussi le portrait robot d'un homme rasé, avec les cheveux courts. Il ne ressemblait pas à Howard. Donc, j'ai dessiné une moustache sur le portrait. Mais c'était toujours pas ressemblant. Ça m'a troublée de voir ce visage. C'était pas forcément lui. Je me faisais des idées. Certes, c'était ce qu'Howard m'avait fait, mais ça ne voulait pas dire qu'il avait aussi agressé ces femmes. Mais j'avais toujours ce pressentiment, cette voix dans ma tête qui me disait « c'est lui ». Ouais, c'est lui. Pourtant, il me fallait plus de preuves. Je devais être certaine. Alors, j'ai établi un plan pour obtenir ces preuves. J'ai appelé mon ex-mari et je lui ai fait promettre que s'il m'arrivait quelque chose, il s'occuperait de nos enfants. Parce qu'Howard savait que je le soupçonnais. You've got these young women, they're everywhere living alone. These girls who lock their car and leave their home open. The victims are so ignorant, and I don't mean stupid, I mean ignorant of their own safety. Because everything that I did can be prevented, 100%. And there's such simple things that women can do in general. Putting a damn lock on your bedroom door and lock your door. Just numerous simple things to prevent predators. Shame on these dads who send their daughters out and don't educate them and don't teach them things. Shame on these parents. On était séparés, mais on avait une entreprise qu'on venait de lancer ensemble. Donc il était obligé de venir régulièrement à Albuquerque. Il fallait absolument que je fasse quelque chose pour essayer d'obtenir une preuve. J'ai demandé à ma sœur de garder les enfants ce week-end-là. Je suis sortie acheter un autre exemplaire du journal avec le même article, parce que j'avais dessiné sur le premier. J'ai laissé le journal ouvert à la page de l'article. Hi. Sorry I'm late. Quand il est entré, j'étais assise et j'attendais de voir son visage, ses gestes, de voir comment il allait réagir. Did you hear about this? A rapist on the loose? It's horrible. Et il a lu l'article et j'ai dit, l'air de rien, je savais pas que la police recherchait quelqu'un. Il a fait comme si de rien n'était. Il a répondu, il y a des gens vraiment dérangés dans ce monde. Joy, you should be really careful out there. Ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. J'ai pas eu la preuve que je voulais. Ce dimanche, quand il est parti, j'avais encore ce mauvais pressentiment en pensant à lui. Une fois seule, je me suis dit qu'il était temps de lui annoncer que je voulais demander le divorce. Tant pis pour notre entreprise. Je voulais plus jamais le voir. Le lendemain, je crois, j'ai été contactée par la police.
Ils m'ont demandé s'ils pouvaient venir et me poser des questions sur Howard. 3 enquêteurs sont arrivés à la maison pour m'interroger. Have you seen any evidence of his building anything unusual? I'm not sure I know what you mean. Est-ce que j'étais au courant qu'il savait fabriquer une bombe? L'avais-je déjà vu fabriquer une bombe? Have you ever seen any strange materials around the house? Comment ça, une bombe? Non, je crois pas qu'il sache comment fabriquer une bombe. C'est là que j'ai su qu'il avait tenté de tuer un agent de police. Pour moi, c'était inimaginable. Howard avait été arrêté pour voyeurisme. Cet agent devait témoigner contre lui dans cette affaire. Pour l'empêcher d'aller au tribunal, il avait mis une bombe dans la maison de l'agent alors que sa femme et son fils étaient à l'intérieur. Un des enquêteurs a dit « C'est pas logique. C'était une infraction mineure. Alors pourquoi risquer une si grosse condamnation pour si peu ?» C'est à ce moment-là que je leur ai dit « Je crois que c'est parce que c'est un violeur en série. » I think I know why he's done this. Je leur ai résumé tout ce que je savais. Je leur ai dit qu'il vivait à Albuquerque au moment des agressions. Et qu'il m'avait filmée alors que j'étais inconsciente. Les enquêteurs étaient stupéfaits. We will take care of this for you. Ils ont obtenu un mandat l'obligeant à donner un échantillon pour des tests ADN. Son ADN correspondait à celui prélevé sur les victimes. Howard était le violeur à l'éther. I saw a thing on TV where this doctor was assaulting patients that were under anesthesia. I remember just thinking that, that was so simple, so easy. Started knocking them out with the chloroform. Okay. And that took the trauma away. They don't know that. They can think, but they don't know. It was way less traumatic. Il était vraiment dérangé. Je souffre de stress post-traumatique et d'anxiété. Je suis encore fragile. Certaines nuits, il m'arrive de faire des cauchemars. Mon pire cauchemar, c'est qu'ils sortent de prison et qu'ils reviennent pour me tuer. Au début, j'en voulais à Dieu. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis quelqu'un de bien. J'ai jamais rien fait de mal. Puis, j'ai enfin compris. Je sais pourquoi je l'ai rencontré. Parce que Dieu savait que j'arriverais à l'arrêter, à mettre fin à ses actes. Le Seigneur s'est servi de moi pour l'empêcher de faire du mal à d'autres femmes. Pour les sauver. Si nos chemins ne s'étaient pas croisés, ils seraient toujours en liberté aujourd'hui. Alors, je regrette pas notre rencontre. * partie 1C qui aurait dû s'arrêter. Il y a des histoires qui commencent par un cri. Celle-ci commence par un silence administratif. Il paraît presque confortable. Le genre de silence qui se glisse entre deux dossiers tamponnés et qui permet à tout le monde de rentrer chez soi à l'heure. Un silence qui, des années plus tard, fera dire à un pays entier qu'il est entendu trop tard. En Est en Belgique, rien n'est brûlé. Rien ne s'effondre. Les rues sont propres. Les écoles ouvrantes, les journaux parlant d'autres choses. Dans une ville comme tant d'autres, un homme marchait librement. Il n'a rien d'extraordinaire, son visage ne raconte rien. Ses gestes non plus, il n'attire pas l'attention. C'est précisément pour cela que personne ne le regarde. * marque du trou.
Asterisk, n'est pas encore un homme. Il est une absence de nom. On trouve dans la vigilance collective. La première fois qu'il aurait dû disparaître de la circulation, il ne l'a pas fait. La seconde est non plus, chaque fois. Quelque chose se mal enclenche, ou trop bien. On est peine écorté, un rapport mal transmis. Une décision prise ailleurs par quelqu'un d'autre. Personne n'a eu l'impression de commettre une faute. Personne n'a eu l'impression de signer un arrêt de mort. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit lentement. Sans fracas, sans intention visible. Le récit ne commence pas par l'horreur. Il commence par une normalité trompeuse. Des couloirs de justice, des portes qui grincent. Des bureaux où l'on empile les papiers, le genre d'endroit où le mal ne crie jamais. Il attend. Il sait que le temps travaille pour lui. À l'extérieur, la vie continue. Des enfants rentrant de l'école, d'autres n'y arrivent jamais. Les disparitions, au début, ne forment pas un motif. Elles sont des points isolés sur une carte mentale trop large pour inquiéter. Une adolescente ici, une autre là. Les familles s'agitent. La police note. Classé promet de rappeler. Il y a toujours une hypothèse rassurante à portée de main. Fugue. Mauvaise rencontre. Erreur passagère. Rien qui mérite de déranger l'ordre établi. Ce qui rend cette histoire insupportable. Ce n'est pas ce qui est caché, c'est ce qui est visible et qu'on ne veut pas relier. Les signaux sont faibles, mais ils sont là. Une répétition subtile, une zone géographique qui revient. Des détails qui s'alignent mal, comme des pièces d'un puzzle qu'on refuse de retourner. Le malaise n'est de cette sensation diffuse. Quelque chose insiste. Et personne n'écoute. Il y a aussi les maisons. Des maisons ordinaires, des façades banales. Des volets fermés, des boîtes aux lettres qui recoivent le courrier. Rien qui évoque un danger, rien qui appelle l'attention. L'horreur n'a pas besoin de décors gothiques. Elle préfère les lieux où l'on ne regarde pas deux fois, là où l'on se dit que tout est à sa place. Là où l'on se trompe dans cette première partie. Le drame n'est pas encore visible, il est en gestation. Il se nourrit de lenteur, d'inertie, de décisions fragmentées. Il se nourrit aussi d'un système qui fonctionne assez bien pour qu'on n'imagine pas qu'il puisse faillir à ce point. La confiance est une anesthésiante puissante. Elle endort les doutes, elle apaise les inquiétudes, elle permet de passer à autre chose. Pourtant, à certains moments, quelque chose résiste, un parent insiste. Un policier s'interroge. Un autre reste trop longtemps sur un bureau. Ces micro-résistances ne suffisent pas. Elles se dissolvent dans la mécanique générale. Comme des gouttes d'eau sur une plaque chaude, ce qui aurait dû devenir une alarme reste une simple gêne. On contourne. On a journey. On délègue. Le spectateur vous est déjà pris au piège à ce stade. Même s'il ne le sait pas encore. Parce que l'histoire vous demande quelque chose de dérangeant. Accepte que le horreur ne surgit pas d'un coup. Elle avance à pas feutres. Portée par la somme de petites décisions raisonnables. Rien de spectaculaire. Rien de clairement condamnable. Précis seulement. C'est l'ensemble qui tue. La liberté de Dutroux n'est pas une scène dramatique. C'est une ligne dans son registre, une signature. Un cachet, un calendrier judiciaire qui se décale. C'est précisément cette banalité qui glace le sang, parce qu'elle signifie que personne n'a eu besoin d'être monstrueux pour que le monstre agisse. À mesure que le temps passe, le récit s'épaissit. Des familles vivant avec une vie qui ne se referme pas. Les jours deviennent des semaines. Les semaines des mois, les visages apparaissent parfois dans les médias. Puis disparaissent à nouveau, l'opinion publique ne s'embrasse pas encore.
Il manque une étincelle. Il manque un moment où tout s'effondre d'un coup. Dans l'ombre portante, quelque chose s'organise, pas un plan grandiose. Pas une imagination spectaculaire, juste la continuation logique d'un parcours que rien n'a vraiment interrompu. Les barrières qui auraient dû être infranchissables se sont révélées poreuses, les contrôles. Irréguliers, les alertes. Étouffées par la routine, si qui frappe. Dans cette première partie, c'est l'impression d'un temps mal utilisé. D'un passé qui aurait pu être corrigé, chaque minute qui s'écoule est une minute de trop. Mais personne ne le sait encore. Le futur n'a pas encore révélé sa violence. Il se contente d'attendre que tout soit en place. Le malaise grandit chez les spectateurs parce qu'ils comprennent quelque chose avant les personnages. Cette histoire ne parle pas seulement d'un individu. Elle parle d'un enchaînement. D'une chaîne dont chaque maillon paraît solide jusqu'au moment où l'ensemble cède. Et quand cela cède, il est trop tard pour remonter le cours du temps. La caméra narrative invisible s'attarde sur des détails qui n'en sont pas. Une date, une décision. Une porte qui se referme sans bruit. On ne force rien. On observe. On laisse la logique froide des événements produire son effet. Le suspense ne vient pas d'un danger immédiat, mais de la certitude qu'il approche et que personne ne se retourne. À la fin de cette première partie, il n'y a pas de révélation. Pas encore! Il y a quelque chose de plus inquiétant. La certitude que l'histoire aurait pu s'arrêter là, que tout ce qui va suivre n'est pas le fruit d'une fatalité, mais d'une accumulation de renoncements discrets. Le silence initial n'a pas été pris. Il s'est installé, pendant que si silence se passait. Quelque part, horse champ. L'irréparable commence à prendre forme. Asterisk, asterisk, partie 2. Les enfants invisibles, asterisk, asterisk. Il y a un moment précis où une disparition cesse d'être un événement pour devenir une statistique. Ce moment est presque imperceptible. Il ne se produit pas dans un bureau précis ni à une date exacte. Il s'installe lentement. À force de répétitions, jusqu'à ce que l'absence d'un enfant prenne la forme d'un chiffre, d'une ligne dans un tableau, d'un dossier qui glisse vers les bases d'un pilet. Au début, chaque disparition est unique. Elle porte un prénom, un visage. Une chambre reste intacte. Les parents parlent d'hier. Pas encore de jours, ils comptent les minutes. Scrutent les fenêtres. Le téléphone pose trop loin. Puis trop près, ils se persuadent que tout va rentrer dans l'ordre. Parce que l'alternative est impensable. L'espoir n'est pas un choix. C'est un réflexe de survie. Les premiers contacts avec les autorités sont police. Measures, presque rassurantes. On promet de regarder, de vérifier. De rappeler, on pose des questions pratiques. C'est ce qui donne l'impression que le contrôle existe encore. Les parents répondent. Dociles, convaincus que plus ils coopéreront. Plus vite les enfants reviendront. Ils ne savent pas encore que le temps est déjà en train de jouer contre eux. Dans les commissariats, les mêmes phrases reviennent. Fugue possible, conflit familial. Influence extérieure, on n'accuse personne. On n'exclut rien, et surtout. On ne s'affole pas. L'affolement espère que comme un luxe. Quelque chose qu'on ne peut se permettre qu'en présence de preuves solides, ou les preuves, ici sont invisibles. Elles se cachent dans les espaces vides, dans ce qui ne s'est pas produit. Ce qui manque le plus, ce n'est pas l'information. C'est la connexion. Chaque disparition est traitée comme un cas isolé. Un accident statistique dans une société qui se croit stable, les dossiers ne se parlent pas. Les lieux ne se superposent pas, les ressemblances sont jugées trop vagues pour justifier une alerte plus large. La prudence devient une excuse pour l'inaction. Pendant ces temps,
Les familles commencent à changer, leurs conversations tournant en boucle. Les silences s'allongent, les nuits deviennent des zones hostiles où l'imagination s'emballe. Certains parents culpabilisent, d'autres se mettent en colère. Tous cherchant un sens, on dit-elle oublie qui expliquerait tout. Ils se demandent si ils ont tort, alors que le vrai problème est ailleurs. Les médias, eux aussi, hésitant, une disparition attire l'attention quelques jours, parfois une semaine, puis l'actualité passe à autre chose. Il n'y a pas de récit clair, pas d'ennemis identifiés, pas de scénario facile à raconter. L'histoire est trop inconfortable, trop fragmentée. Elle demande un effort. Une continuité que peu sont prêts à fournir. C'est dans cet espace de flottement que les enfants deviennent invisibles. Pas parce que personne ne les aime, mais parce que le système n'est pas conçu pour voir ce qui se répète lentement. Il est calibré pour les crises immédiates, pas pour les catastrophes progressives. Chaque disparition, prise sur le, semble insuffisante pour déclencher l'alarme générale. L'angoisse change alors de nature. Elle ne vient plus seulement de l'absence de l'enfant, mais de l'impression diffuse d'être seul face à une machine trop grande. Trop lente, les parents sentent que quelque chose leur échappe. Ils perçoivent des résistances invisibles, des délais qui n'ont pas de justification claire. Ils n'ont pas encore les mots pour parler d'échec institutionnel, mais ils en ressentent déjà les effets. Dans ce paysage fragmenté, un nom circule parfois. Sans imposeur. Asterisk marque du trou, asterisk n'est pas encore une figure centrale. Il apparaît à la périphérie, dans des conversations partielles. Des souvenirs incomplets, rien qui permette de relier les points avec certitude. Rien qui transforme le soupçon en conviction, le doute. Ici est diffus. Presque abstrait, ce qui est le plus troublant. C'est que tout cela se déroule à visage découvert. Il n'y a pas de clandestinité spectaculaire. Pas de disparition dans des zones irrégulières. La société continue de fonctionner autour de ces absences. Comme si elles faisaient partie du décor. Les écoles accueillent d'autres élèves. Les rues restant animées, la normalité absorbe le choc. Le récit devient alors profondément injuste. Ceux qui cherchent des réponses doivent se battre pour être entendus, tandis que ceux qui pourraient intégrer disposent du temps comme d'un bouclier. Chaque jour qui passe sans avancer transforme l'urgence en habitude. L'exception devient la règle. Et plus le temps s'étire, plus il devient difficile de revenir en arrière. Il y a dans cette phase une violence sourde qui ne laisse pas de traces visibles. Elle ne se mesure pas en blessures, mais en attentes prolongées, en promesses floues, en regards qui évitent de se croiser. C'est une violence qui use, qui fatigue, qui finit par convaincre certains qui insistent reste inutile. Le renoncement s'installe sans bruit. Le spectateur ressent cette oppression lente. Il comprend que l'histoire ne se dirige pas vers une résolution rapide. Au contraire, elle s'enfonce dans une zone grise où la responsabilité se dilue. Chaque institution peut dire qu'elle a fait sa part, même si l'ensemble ne fonctionne pas. Le système devient un labyrinthe sans centre identifiable à mesure que les jours passent. L'absence des enfants cesse d'être exceptionnelle. Elle devient un arrière-plan. C'est là que le malaise atteint un nouveau seuil, parce que ce qui était impensable commence à être intégré. Non pas accepté, mais toléré. Faute de mieux. Et cette tolérance involontaire prépare le terrain pour la suite. La caméra narrative s'attarde sur des détails humains, une chambre qui reste rangée, un sac de colle accroché derrière une porte, un anniversaire qui passe sans célébration. Rien de spectaculaire, juste des preuves silencieuses que quelqu'un manque. Ces détails s'accumulent, formant une masse invisible que personne ne semble capable de soulever. À la fin de cette 12e partie, une certitude s'impose doucement.
Le danger ne vient pas seulement de ce qui est caché, mais de ce qui est laissé sans réponse. Les enfants ne sont pas seulement absents, ils sont devenus invisibles aux mécanismes censés les protéger. Et dans cette invisibilité, quelque chose d'irréversible est déjà en marché. Asterisk, asterisk, partie 3, la maison asterisk, asterisk. Il existe des lieux qui n'annoncent rien. Des lieux qui ne préviennent pas, qui ne portent aucun signe distinctif. Aucun détail capable d'arrêter le regard. La maison en fait partie. Elle n'est ni isolée ni sinistre. Elle est là. Simplement, une construction ordinaire dans un paysage ordinaire. C'est précisément cette normalité qui la rend dangereuse. De l'extérieur, rien n'accroche l'attention. Une façade sans histoire. Des fenêtres qui reflètent le ciel. Une porte qui s'ouvre et se ferme comme tant d'autres. Les voisins passant devant sans ralentir. Les facteurs déposant le courrier. La vie circule autour, dense, rassurante. Personne n'imagine que cet endroit puisse contenir autre chose que ce qu'il montre. À l'intérieur, pourtant, l'espace s'est refermé, les pièces sont petites, fonctionnelles, pensées pour l'usage quotidien. Rien de spectaculaire, rien qui évoque un crime. Et c'est là que le malaise commence à s'installer. L'horreur n'a pas besoin de se déguiser. Elle se contente de s'adapter. Elle se glisse dans les angles morts de l'attention humaine. La maison devient un personnage silencieux du récit. Elle ne parle pas. Elle ne trahit pas. Elle absorbe les sons, les gestes, les présences. Elle transforme l'extraordinaire en routine. Ce qui s'y passe ne ressemble pas à ce que l'on imagine quand on pense au mal. Il n'y a pas de chaos visible, seulement une organisation froide. Presque méthodique dans cette histoire. La maison est le point de convergence. Elle relie ce qui semblait épars. Les disparitions, les silences. Les lenteurs prennent soudain une autre dimension lorsqu'on comprend qu'un lieu unique pourrait les contenir, pas encore comme une certitude. Plutôt comme une intuition dérangeante, difficile à formuler. Le spectateur commence à ressentir une forme de claustrophobie, pas parce que l'espace est étroit, mais parce que les possibilités se referment. L'idée qu'un endroit aussi banal puisse devenir le centre d'une tragédie collective crée un vertige particulier. Cela signifie que le danger n'est pas l'exception, il est intégré au décor. Dans les récits classiques, l'horreur surgit avec fracas. Ici, elle s'installe. Elle prend le temps, elle s'appuie sur la discrétion, sur l'habitude, sur l'indifférence involontaire de ceux qui vivent à proximité. La maison ne crie pas, elle attend. À mesure que l'on s'en approche mentalement, chaque détail prend une importance disproportionnée. Une cave, un escalier, une porte fermée, des éléments banals qui, soudain, deviennent lords de son. Les spectateurs comprennent que l'imagination fait déjà une partie du travail, et cette imagination est plus cruelle que n'importe quelle description explicite. Dans cette troisième partie, le nom de astérisque astérisque marque du trop astérisque astérisque cesse d'être abstrait. Elle commence à s'ancrer dans un espace concret. Il n'est pas seulement lié à des décisions judiciaires ou à des dossiers mal suivis. Il est associé à un lieu précis, tangible, que l'on pourrait presque situer sur une carte. Cette matérialité rend tout plus insupportable. Ce qui glace le sang, ce n'est pas seulement ce que la maison pourrait cacher. C'est le fait qu'elle était là tout le temps, accessible, visible, à portée de regard. Elle n'est pas un foyer dans une forêt lointaine ni dissimulée derrière des barrières. Elle fait partie du tissu urbain, de la vie quotidienne. Elle coexiste avec l'innocence. Le récit insistait alors sur une idée troublante, la proximité. Le danger n'était pas éloigné, il était proche. Presque familier. Cette proximité remet en question une croyance profondément ancrée.
celle que le mal se reconnaît facilement, qu'il se distingue par des signes clairs. Ici, il se fond dans le paysage. A sea state, le spectateur ne voit toujours pas tout. Et c'est volontaire. La narration retient. Suggère, laisse des zones d'ombre. Elle refuse la satisfaction immédiate, parce que comprendre trop vite serait une forme de soulagement. Et si récite ne cherche pas à soulager, il cherche à confronter. La maison devient alors le symbole de tout ce qui n'a pas été regardé de près. Elle incarne l'échec collectif à poser les bonnes questions. Au bon moment, chaque mot semble porter les poids de ce qui aurait pu être évité. Chaque pièce évoque une occasion manquée. Plus le temps passe. Plus l'idée s'impose. Si il n'est pas une anomalie, il laisse le produit logique d'un enchaînement déjà décrit, une liberté accordée trop tôt. Des contrôles insuffisants, des alertes dispersées. La maison n'est pas la cause première, elle est la conséquence. Le spectateur ressent alors une colère sourde, mêlée à une impuissance grandissante, parce qu'une fois que l'on commence à comprendre le rôle de cet endroit, il devient évident que revenir en arrière est impossible. Le passé est figé, les décisions ont déjà été prises. Les murs ont déjà tout absorbé. La fin de cette partie ne révèle pas encore l'ampleur de ce qui s'est joué entre ces murs. Elle n'en a pas besoin. Il suffit de comprendre que la maison existe. Qu'elle a fonctionné, qu'elle a été ignorée. Cette simple existence ça fait faire basculer le récit dans une zone plus sombre, et tandis que la caméra narrative s'éloigne lentement de cette façade banale. Une certitude s'installe. Ce qui se passe ici ne pourra jamais être complètement effacé. La maison restera debout, silencieuse, témoin muet d'une histoire que personne n'aurait voulu voir commencer ainsi. Asterisk partie for l'escrisquon n'a pas entendus asterisk. Il y a une différence essentielle entre ne pas entendre et ne pas écouter l'escris. Dans cette histoire, n'étant pas toujours des sons. Ils prenaient d'autres formes, une inquiétude qui persiste. Une intuition qui dérange, une phrase lâchée trop vite. Puis aussitôt ravalée, rien d'assez clair pour s'imposer. Rien d'assez brillant pour forcer l'arrêt. Autour de la maison. La vie continuait, des voisins rentrant du travail, saluant poliment, fermant leurs portes. Chacun avait ses habitudes, ses soucis. Ses propres urgences, le monde ne s'interrompt pas facilement. Même quand quelque chose cloche, il préfère interpréter l'étranger comme un malentendu. En détail sans importance, il y a eu des moments pourtant. Des instants fugaces où l'inconfort traverse l'esprit de quelqu'un. Une impression étrange. Un bruit qu'on n'identifie pas clairement. Une sensation de malaise qu'on n'arrive pas à formuler. Si ces moments ne durent jamais longtemps, la routine les écrase presque aussitôt. On se convainc que l'on exagère, que l'on projette, que l'on se trompe. C'est ainsi que les crises deviennent invisibles. Ils se dissolvent dans le bruit ambiant de la normalité. La société moderne est experte dans cet art. Neutraliser l'inquiétude en la diluant et qui n'est pas certain est reporte. Si qui dérange est minimise, si qui demande une action lourde est renvoyé à plus tard. Du côté des institutions, le même mécanisme est à l'œuvre. Mais sous une forme plus structurée, les alertes ne manquent pas totalement. Elles arrivent morcelées, incomplètes. Parfois mal formulées, elles empruntent des canaux différents. S'arrêtent à des niveaux hiérarchiques distincts, aucun ne suffit. À elles souler, à déclencher une réaction décisive. Le problème n'est pas l'absence de signaux, c'est leur fragmentation. Chaque service voit une partie du tableau, jamais l'ensemble. Et personne n'est réellement chargé de recomposer l'image globale. La responsabilité circule. Se transmet, se dilue.
Ciascun più dire qui la fête ce qui était attendu de lui, sans qu'elle ne produise un effet réel. Pendant ces temps, le temps continue de passer. Il s'étire. Il allodit chaque minute d'attente. Pour ceux qui savent ou qui sentent que quelque chose ne va pas, l'impuissance devient une forme de torture silencieuse. Pour les autres, l'ignorance est presque confortable. Elle permet de dormir, de travailler, de penser à autre chose, si qui rend cette phase particulièrement insupportable. C'est la proximité entre la possibilité d'agir et l'inaction. Il ne s'agissait pas de résoudre un mystère insoluble. Il s'agissait, souvent, de relier des éléments déjà existants, mais relier demande un effort. Un effort qui implique de reconnaître que l'on a peut-être manqué quelque chose auparavant, reconnaître une erreur. Surtout à l'échelle institutionnelle, est toujours difficile. Cela suppose de remettre en cause des procédures, des décisions. Parfois des carrières, alors en temporaires. On attend une confirmation supplémentaire. On espère que le problème se résoudra de lui-même. Cette attente devient un choix, même si personne ne le formule ainsi. Le spectateur commence à ressentir une colère particulière, différente de celle qui provoque la violence directe. C'est une colère contre le vide, contre l'absence de réaction face à ce qui aurait pu être empêché. Une colère froide, rationnelle, qui ne trouve pas de cible unique, parce que le responsable n'est pas une personne isolée, mais une accumulation de non-decisions. Les crises qu'on n'a pas entendues ne sont donc pas seulement ceux des victimes. Ils sont aussi ceux de la logique, de la raison, du simple bon sens. Ils ont été étouffés par la complexité, par la peur de se tromper, par la volonté de ne pas créer des scandales sans certitude absolue. La prudence, ici, a pris la forme d'une violence passive à mesure que cette réalité s'impose. Le récit change subtilement de registre. On ne se demande plus seulement ce qui se passe. On commence à se demander pourquoi cela a été possible, et cette question est plus dérangeante. Parce qu'elle implique tout le monde. Elle remet en cause l'idée rassurante selon laquelle les horreurs sont toujours le fait de situations exceptionnelles. La tension ne vient plus de l'attente d'un événement spectaculaire, elle vient de la certitude que chaque minute d'inaction a un poids. Que chaque jour passé sans intervention creuse un fossé supplémentaire entre ce qui aurait pu être fait et ce qui sera un jour découvert. Le spectateur sent que le thème est devenu un ennemi actif. Dans cette quatrième partie, rien n'explose encore. Rien ne se révèle complètement, et pourtant, le malaise atteint un nouveau seuil parce que l'on comprend que le drame ne tient pas seulement à des actes isolés, mais à un environnement qui a permis qu'il se prolongue. L'horreur n'est plus seulement cachée. Elle est tolérée par défaut lorsque la narration se rapproche de la fin de cette section. Une impression persiste. Si quelqu'un avait vraiment écouté, si quelqu'un avait relié les points au bon moment, l'histoire aurait pu bifurquer. Cette possibilité hante le récit. Elle s'impose comme une ombre permanente. Les crises n'ont pas été entendues, ou plutôt. Elles ont été entendues sans être reconnues pour ce qu'ils étaient, et dans cette carte minuscule entre perception et action. Quelque chose de définitif s'est joué. La suite ne sera plus qu'une révélation tardive de ce que le silence avait déjà permis. Asterisk, asterisk, partie 5. Quand la vérité arrive trop tard, asterisk, asterisk. Il y a un instant précis où l'espoir change de nature. Il ne disparaît pas immédiatement. Il se transforme. Il devient plus lourd, plus fragile. Presque dangereux dans cette histoire. Cet instant survient lorsque les premières certitudes émergent enfin, pas des rumeurs, pas des intuitions, des faits, et avec eux une prise de conscience brutale. Ce qui est en train d'être découvert aurait pu l'être bien plus tôt. La vérité ne surgit pas comme une révélation spectaculaire. Elle arrive par fragments, par couches successives.
chacune plus difficile à supporter que la précédente. Si n'est pas un choc unique, mais une série de coupes sorts et spaces qui laissent à peine le temps de reprendre son soufflet. Chaque nouvelle information corrige la précédente, la sombrite, la rend plus irreversible. Pour les familles, cet effet est la plus cruelle. Parce qu'elle mélange deux mouvements contradictoires. D'un côté, la fin de l'incertitude, de l'autre, la confirmation que l'atteinte n'a pas été vaine pour tout le monde. La vérité arrive. Mais elle arrive tardy, trop tard pour réparer. Trop tard pour revenir en arrière, trop tard pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Le récit s'alourdit d'une culpabilité diffuse, pas seulement celle de l'auteur des faits, mais celle qui circule dans l'air, qui se dépose sur les institutions, sur les procedures, sur les silences espaces. Les questions changeant, on ne demande plus où sont-ils. Asterisk on demande, asterisk pourquoi maintenant, asterisk et surtout. Asterisk pourquoi pas avant, asterisk. Chaque élément découvert agit comme un miroir déformant du passé. Les décisions antérieures prennent un son nouveau. Les lenteurs deviennent insupportables, les hesitations. Indefendables, ce qui semblait prudent apparaît désormais comme une fuite. Le temps, qui était autrefois un allié, suppose, se révèle être un complice involontaire. Le spectateur ressent alors une forme de vertige moral. Parce que la vérité, sensi libérer, enfermée ici dans un constat implacable, savoir n'efface rien. Savoir n'apaise pas, au contraire. Savoir amplifie la douleur, car il révèle l'écart entre ce qui a de fait et ce qui aurait pu l'être. La connaissance devient une charge supplémentaire à ce stade. Le nom de astérisque astérisque marque du trou astérisque astérisque n'est plus périphérique. Il s'impose. Lord central. Impossible à contourner, mais il ne suffit plus à contenir l'horreur. Il devient presque insuffisant comme explication, parce que ce que l'on découvre dépasse un individu. Cela touche à la structure même du récit collectif. La vérité tardive agit aussi comme un révélateur social. Les médias s'emballent, les regards se tournent, les discours se multiplient, chacun cherche à comprendre, à expliquer, parfois à se dédouaner. Le récit change de rythme, il s'accélère soudain. Comme si le temps perdu devait être rattrapé d'un coup, mais cette accélération arrive après l'essentiel. Ce qui frappe, c'est le contraste. Pendant des mois, parfois des années, l'attente a été longue, étirée, presque immobile, et soudain. Tout s'enchaîne, les informations affluent. Les certitudes s'installent, le silence se brise. Mais il se brise trop tard pour être réparateur. Il ne fait que rendre audible ce qui aurait dû l'être depuis longtemps. Dans cette phase, l'espoir résiduel devient douloureux. Chaque découverte s'accompagne d'un astérisque et si astérisque. Et si cette information avait été prise au sérieux? Et si cette piste avait été suivie? Et si ce contrôle avait été effectué jusqu'au bout? Si les questions ne trouvent pas de réponse satisfaisante, elles s'accumulent, formant un poète que personne ne peut vraiment porter. Le récit refuse ici toute forme de consolation. Il n'y a pas de soulagement à la vérité, seulement une lucidité brutale. Le spectateur comprend que certaines révélations ne représentent rien. Elles ne font que figurer l'irréparable dans une forme définitive. Ce qui est su ne peut plus être ignoré, mais ce qui est perdu ne peut plus être retrouvé. À mesure que cette vérité tardive s'impose, une autre idée émerge. Plus dérangeante encore, si un moment n'est pas la fin de l'histoire. Si n'est qu'un point de bascule, la découverte des faits n'apporte pas la clôture. Elle ouvre une nouvelle phase, plus large, plus politique, plus collective. La question n'est plus seulement astérisque que s'est-il passe. Astérisque mais astérisque comment cela a-t-il été possible?
Astérisque, la caméra narrative s'attardait alors sur les visages. Pas sur des coupables, sur des proches. Des témoins indirects de ceux qui comprennent. Trop tard, que leur confiance a été trahie. Le choc est silencieux, il ne se manifeste pas par des cris, mais par une immobilité lourde, presque irréelle. La fin de cette cinquième partie ne cherche pas à conclure. Elle laisse le spectateur dans un état inconfortable. Suspendu entre la satisfaction amère de savoir et la douleur profonde de comprendre que ce savoir arrive après le sentir, la vérité est là. Mais elle n'a plus le pouvoir de sauver. Elle n'a plus que celui de révéler l'ampleur de ce qui a été perdu. Astérisque partie 6 l'état qui vacille astérisque quand la vérité s'installe. Elle ne s'arrête pas aux faits, elle continue ses courses. Implacable, et finit par heurter quelque chose de plus vaste. Si n'est plus seulement une affaire criminelle, c'est un test de solidité. Et s'y teste, lentement. Commence à faire aussi qui semblait immobile, au départ. Les institutions réagissant comme elles savent le faire, elles communiquent. Elles expliquent. Elles promettent des clarifications. Les mots sont choices, prudence. Calibres, on parle de dysfonctionnements. D'erreurs humaines, de concours de circonstances. Le vocabulaire sert de rempart. Il amortit le choc. Il tente de contenir l'indignation dans des limites acceptables, mais quelque chose ne fonctionne pas. Les explications glissantes, elles ne rassureront pas. Elles provoquent l'effet inverse. Plus on parle, plus l'impression d'un vide se renforce. Les réponses semblent toujours arriver à côté des questions. On corrige des détails, on ajuste des procedures. Sans toucher au cœur du malaise, le public commence alors à comprendre que le problème n'est pas ponctuel. Il est structurel. Ce n'est pas un engrenage isolé qui a déraille, mais plusieurs mécanismes qui n'ont jamais vraiment communiqué entre eux. La justice, la police, l'administration apparaissent soudain comme des entités séparées. Chacune enfermée dans sa logique, incapable de produire une réponse unifiée. Cette prise de conscience est brutale. Elle transforme la colère en défiance. La confiance, longtemps accordée par défaut. C'est Fisher. Les citoyens se demandent comment un système conçu pour protéger a pu laisser s'installer une telle dérive. Et surtout, comment il a pu ne pas s'en rendre compte à temps. Dans ce climat, chaque révélation supplémentaire agite comme une secousse. Les décisions passées sont réexaminées. Les responsabilités se déplacent. Se renvoyantes. Personne ne semble avoir eu une vision d'ensemble. Et cette absence de regard global devient le symbole d'un État qui avance à l'aveugle. Persuade qu'il y a ces procédures suffisantes à garantir la sécurité. Le récit bascule alors vers une dimension plus politique, sans jamais quitter le humain. Parce que derrière chaque fait, il y a des personnes, des fonctionnaires, des magistrats, des policiers, souvent de bonne foi, pris dans des logiques qu'ils ne maîtrisent pas entièrement. Le problème n'est pas seulement ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas pu faire. Le nom de * marque du trop * continue de peser sur le récit. Mais il n'est plus le centre unique. Il devient le révélateur d'un système qui n'a pas su se corriger à temps. À ce stade, le monstre individuel semble presque secondaire face à l'ampleur de la défaillance collective. Le spectateur ressent un trouble particulier parce que l'effondrement n'est pas spectaculaire. Il ne se manifeste pas par une chute brutale, mais par une perte progressive de crédibilité. Chaque tentative de justification ajoute une couche de méfiance. Chaque déclaration officielle semble trop tardive. Trop défensive, les commissions s'y multiplient. Les enquêtes internes sont annoncées, on promet de tirer des leçons. Mais ces promesses résonnent étrangement dans un contexte où l'irréparable est déjà acté. Elles donnent l'impression d'un système qui apprend après coup.
sur les ruines de qu'il aurait dû protéger, si qui vacille. Si n'est pas seulement l'autorité, c'est l'idée même de sécurité collective. La certitude que quelqu'un, quelque part, veille lorsque cette certitude disparaît. Elle laisse place à un sentiment plus inquiétant encore, celui d'être seul face aux failles. Le contrat implicite entre l'État et les citoyens se fissure. La narration insiste alors sur une tension sautée. Celle d'un pays qui se regarde dans le miroir et n'aime pas ce qu'il voit, les questions deviennent en plus larges. Plus inconfortables, combien d'autres alertes ont été ignorées? Combien d'autres erreurs dorment dans des archives? Le cas présent cesse d'être exceptionnel. Il devient symptomatique à mesure que cette défiance s'installe. Le récit perd toute illusion de retour à la normale. Il n'y aura pas de simple réparation. Ce qui a été brisé dépasse le cadre d'une affaire judiciaire, c'est une confiance collective. Lente à construire et rapide à détruire. La fin de cette 6e partie laisse le spectateur dans un état d'instabilité. Les certitudes institutionnelles se sont effondrées, mais rien de solide n'a encore pris leur place. L'histoire n'avance plus seulement vers une révélation, elle avance vers une confrontation. Et cette confrontation ne se fera pas dans le silence. Asterisk asterisk partie 7, la rue asterisk asterisk. Quand les institutions vacillent, il reste un espace que personne ne contrôle totalement. La rue, elle n'est ni rationnelle ni structurée. Elle réagit avant de comprendre, elle ressent avant d'analyser. Et lorsque la colère y descend, elle ne demande plus la permission. Au début, s'ils sont des rassemblements modestes, des silhouettes immobiles, yes regards graves. Des gestes simples, rien de vilain. Rien de spectaculaire, juste une présence. Comme si le simple fait d'être là devenait une forme de langage. Les corps remplacent les mots. Le silence devient collectif, puis quelque chose se produit. Lentement d'abord, presque timidement. Les visages se multiplient, les places se remplissent. Les rues cessent d'être des lieux de passage pour devenir des lieux de fixation, la société. Qui jusque-là observait à distance, entre dans le récit. Elle ne regarde plus, elle agite. Si mouvement n'a pas de leader clair, pas de discours unificateur. Il est porté par une émotion brute, partagée. Difficile à canaliser si n'est pas seulement de la colère. C'est un mélange plus instable. Indignation. Tristesse, honte. Et surtout trahison, le sentiment que quelque chose de fondamental est brisé. Dans la foule, les individus ne sont plus sûrs avec leurs questions. Ils découvrent que leurs doutes sont communs, que leurs inquiétudes se répondent. Si qui est intime devient public, ce qui est murmuré se dit à voix haute. La rue agit comme un amplificateur émotionnel. Les institutions observent si mouvement avec une prudence mêlée d'inquiétude. Elles comprennent que le contrôle du récit leur échappe. Les explications techniques, les justifications procédurales n'ont plus d'effet ici. La rue ne veut pas de détails. Elle veut un sens, et surtout, elle veut des comptes dans cette phase. Le nom de asterisk asterisk marque d'autres asterisk asterisk n'est plus seulement associé à un crime. Il devient un symbole, un point de cristallisation, autour duquel se concentrent des années de frustration, de silences accumulés, de confiance mal placée, mais la foule sait déjà que le problème dépasse un seul individu. Si qui frappe, c'est la dignité du mouvement. Malgré la colère, malgré la douleur, il n'y a pas de chaos immédiat. Les gestes sont mesurés. Les regards graves. La rue ne cherchait pas à détruire. Elle cherchait à être reconnue, à dire. Asterisk nous avons compris, et nous n'acceptons plus asterisk. Le spectateur ressent alors une tension nouvelle, parce que cette fois,
Le récit ne se joue plus dans des bureaux fermés ni dans des maisons silencieuses. Il se déploie à ciel ouvert. La pression n'est plus diffuse. Elle est visible. Presque palpable. Chaque pas dans la rue est un rappel que le temps de l'acceptation passive se termine. Mais cette éruption du collectif n'apporte pas de solution immédiate. Elle révèle surtout l'ampleur du fosse. Plus la foule grandit, plus la distance entre citoyens et institutions devient évidente. Les slogans, même lorsqu'ils restent sobres, expriment une rupture. On ne demande plus seulement des explications. On exige une transformation. Le récit devient alors profondément inconfortable. Parce qu'il montre une société à un point de bascule, trop consciente pour revenir à l'indifference. Pas encore capable de se projeter dans une reconstruction claire. La rue est un lieu de passage. Pas une destination, et pourtant, elle semble être devenue le seul endroit où quelque chose de vrai peut encore se dire. À mesure que les rassemblements s'étendent, le malaise change de forme, il n'est plus intérieur. Silencieux, il laisse partage. Assume, expose. Cette exposition a un coût. Elle fatigue. Elle est épuisée, mais elle est aussi irréversible. Une fois que la parole collective s'est libérée, il est impossible de la faire taire complètement. La fin de cette 7e partie ne montre pas une victoire. Elle ne montre pas non plus une défaite. Elle montre un saut franchi. La rue a parlé. Le pays change de posture. Et même si les réponses tardent encore, une certitude s'impose. Plus rien ne pourra être guéri comme avant. Le silence initial, c'est lui qui a permis à tout de commencer. Est désormais brise, à ses places. Il y a un bruit sourd, constant. Celui d'une société qui refuse de retourner à l'oubli. Et ce bruit-là, même sans violence, est déjà une forme de rupture définitive. Asterisk, asterisk, partie 8, si qui reste asterisk, asterisk. Après la rue. Après les crises collectifs. Après l'illusion qu'un choc public suffit à remettre le monde à l'endroit. Il reste une phase dont on parle moins. Une phase froide. Lente, presque ingrate. Celle où l'histoire refuse de se fermer. Celle où l'on comprend que certaines affaires ne se terminent pas. Elle est installante. Le temps recommence à couler autrement. Il ne se coule plus comme une urgence, mais comme une lourdeur. Les jours ne sont plus scandés par l'attente d'une nouvelle révélation, mais par la fatigue. L'usure, les débats qui tournent en rond. Les institutions reprennent leur rythme. Les médias cherchent d'autres sujets. La vie tente de se réorganiser, mais quelque chose ne reprend jamais exactement sa forme d'avant. Ce qui reste d'abord, c'est le vide. Pas une vide abstraite, une vide concrète. Inscrite dans des familles, dans des maisons. Dans des habitudes brisées, il y a des places qui ne se remplissent pas. Des prénoms qui continuent d'être prononcés avec prudence, comme si les dire trop fort pouvaient raviver une douleur devenue chronique. Ce sont des cicatrices qui ne se voient pas de l'extérieur, mais qui dictent tout de l'intérieur. Le récit, lui. Se heurte à un paradoxe. Plus on connaît les faits, moins on s'y sent à pause, la connaissance n'est pas une clôture. Elle est un poète supplémentaire. Elle oblige à vivre avec des images mentales, avec des questions qui n'aboutissent pas, avec l'idée que ce qui a été perdu ne reviendra pas. Mais si l'on comprend enfin pourquoi, le nom de asterisk asterisk marque trop asterisk asterisk de mieux. Évidemment, il reste comme une balafre dans la mémoire collective. Mais à ce stade, il est presque trop simple de s'en contenter, car s'arrêter à lui, c'est risquer de croire que tout peut se résumer à un monstre isolé, ou aussi que l'histoire révèle. C'est une mécanique plus vaste, plus inquiétante, une chaîne de failles, de lenteurs, de renoncements, de procedures incapables de sentir l'urgence.
Si qui reste ensuite. Si sont les questions? Elles ne sont pas toutes formulées clairement. Certaines sont murmurées. D'autres se cachent derrière des discours officiels, mais elles sont là. Persistantes, comme des grains de sable dans une machine qui prétend fonctionner. Combien de portes auraient pu être ouvertes plus tôt? Combien de signaux auraient dû être pris au sérieux? Combien d'occasions ont été manquées sans que personne n'ait eu l'impression de commettre une faute? La société tente de transformer ces questions en légendes. On promet des réformes, on annonce des améliorations. On redessine des procédures, on écrit des rapports. Tout cela est nécessaire, mais tout cela arrive après. Et cette dimension après ne disparaît jamais. Elle est collée aux mesures prises comme une ombre. Car aucune réforme ne peut rétablir le temps perdu dans le regard des citoyens. Quelque chose cesse durablement de place, la confiance. Une fois brisée, ne revient jamais dans sa forme initiale. Elle revient parfois, mais comme un objet fiché. On le tient avec plus de précaution, on doute. On observe, on suspecte. La société belge, marquée par cette affaire, conserve une mémoire nerveuse, une hypervigilance intermittente, un besoin de savoir, de vérifier, de ne plus se contenter des mots, et pourtant, malgré cette vigilance, le malaise ne se dissipe pas totalement, parce que l'affaire laisse derrière elle une sensation plus profonde, celle d'un monde où l'horreur peut être proche. Ordinaire, intégré au décor. Un monde où l'on peut passer devant une façade banale sans savoir quoi elle contenu. Cette idée-là ne disparaît pas. Elle s'infiltre dans la façon de regarder les Russes, les voisins, les institutions, et elle modifie la perception du réel. Les récits se resserrent alors sur ce qu'on évite souvent de dire. La fin n'est pas une réponse. La fin est une coexistence avec l'inachevé, même lorsque des procès existent. Même lorsque des condamnations sont prononcées, la sensation d'incomplétude persiste. Il y a toujours une zone d'ombre, une frustration. On manque la justice. Ici, n'est-ce pas une résolution? Elle est une étape, si qui reste. Enfin, c'est une question intime que le spectateur porte sans l'avoir demandé. Une question qui n'est pas juridique ni politique, mais humaine. Qu'est-ce qu'on fait d'une histoire pareille? Comment la regarde-t-on sans s'y complaire? Comment la raconte-t-on sans la transformer en spectacle? Comment la garde en mémoire sans se laisser consumer? La dernière image mentale n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle n'a pas besoin d'un rebondissement. Elle doit être simple, presque froide. Et si est justement ce qui la rend insupportable, une porte, un escalier, une rue ordinaire, un lieu des gens passant encore, aujourd'hui, sans s'arrêter. Le monde continue. Et si est cela qui choque, parce que qu'est-ce peut être cas? Le cœur de l'histoire, le fait que la vie puisse continuer autour de l'impensable, que les façades restent debout, que les dossiers se fermentent, que les journaux jaunissent, et que malgré tout, quelque chose reste suspendu, quelque part, dans la conscience collective, et lorsque le récit s'achève. Il ne vous laisse pas avec une conclusion, mais avec une sensation. Une odeur étrange, difficile à nommer. La certitude que l'horreur, parfois, ne crie pas. Elle attend. Elle s'insère dans les filets, et elle compte sur une chose. Toujours la même, notre capacité de tourner le regard. Juste assez long temps pour qu'il soit trop tard. Asterisk partie ainsi qui aurait dû s'arrêter. Il y a des histoires qui commencent par un cri. Celle-ci commence par un silence. Un silence administratif et pious. Presque confortable. Le genre de silence qui se glisse entre deux dossiers tamponnés et qui permet à tout le monde de rentrer chez soi à l'ailleurs. Un silence qui, des années plus tard,
Fradera un pesante quella entendu trop tard, on est en Belgique. Rien ne brûle, rien ne s'effondre. Les rues sont propres, les écoles ouvrent. Les journaux parlent d'autre chose dans une ville comme tant d'autres. Un homme marche librement. Il n'a rien d'extraordinaire. Son visage ne raconte rien, et ses gestes non place. Il n'attire pas l'attention. C'est précisément pour cela que personne ne le regarde. Astérisque, astérisque. Marc Dutroux, astérisque, astérisque, n'est pas encore un homme. Il est une absence de nom. On trouve dans la vigilance collective la première fois qu'il aurait dû disparaître de la circulation. Il ne l'a pas fait. La seconde non place. Chaque fois, quelque chose se mal enclenche. Ou trop bien, une peine écortée. Un rapport mal transmis. Une décision prise aileuse. Par quelqu'un d'autre, personne n'a eu l'impression de commettre une faute. Personne n'a eu l'impression de signer un arrêt de mort. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit lentement, sans fracas. Sans intention visible, le récit ne commence pas par l'horreur. Il commence par une normalité trompeuse, des couloirs de justice, des portes qui grincent, des bureaux où l'on empile les papiers. Le genre d'endroits où le mal ne crie jamais, il attend. Il sait que le temps travaille pour lui à l'extérieur. La vie continue, des enfants rentrant de l'école. D'autres n'y arrivent jamais, les disparitions. Au début, ne fomentent pas un motif. Elles sont des points isolés sur une carte mentale trop large pour inquiéter. Une adolescente ici. Une autre là, les familles s'agitent. La police note, classique. Promet de rappeler, il y a toujours une hypothèse rassurante à portée de main. Fugue, mauvaise rencontre. Erreur passagère, rien qui mérite de déranger l'ordre établi. Si qui rend cette histoire insupportable, si n'est pas ce qui est caché. C'est ce qui est visible et qu'on ne veut pas relier. Les signaux sont faibles. Mais ils sont là, une répétition subtile. Une zone géographique qui revient, des détails qui s'alignent mal. Comme des pièces d'un puzzle qu'on refuse de retourner, le malaise naît de cette sensation diffuse. Quelque chose insiste, et personne n'écoute. Il y a aussi les maisons, des maisons ordinaires, des façades banales, des volets fermes, des boîtes aux lettres qui recouvent le courrier, rien qui évoque un danger. Rien qui appelle l'attention. Le horreur n'a pas besoin de décors gothiques. Elle préfère les lieux où l'on ne regarde pas deux fois. Là où l'on se dit que tout est à sa place, là où l'on se trompe. Dans cette première partie, le drame n'est pas encore visible. Il est en gestation. Il se nourrit de lenteur, d'inertie, de décisions fragmentées. Il se nourrit aussi d'un système qui fonctionne assez bien pour qu'on n'imagine pas qu'il puisse faillir à ces points. La confiance est un anesthésien puissant. Elle endort les doutes, elle apaise les inquiétudes. Elle permet de passer à autre chose. Pourtant, à certains moments, quelque chose résiste. Un parent insiste, un policier s'interroge. Une note reste trop longtemps sur un bureau. Ces micro-résistances ne suffisent pas. Elles se dissolvent dans la mécanique générale, comme des gouttes d'eau sur une plaque chaude. Ce qui aurait dû devenir une alarme reste une simple gêne. On contourne, on ajoute, on délègue. Le spectateur vous est déjà pris au piège à ce stade, même s'il ne le sait pas encore. Parce que l'histoire vous demande quelque chose de dérangeant, excepte que le horreur ne surgit pas d'une coupe. Elle avance pas futures, portée par la somme de petites décisions raisonnables. Rien de spectaculaire, rien de clairement condamnable. Précis seulement, c'est l'ensemble qui tue. La liberté de Dutroux n'est pas une scène dramatique, c'est une ligne dans un registre. Une signature, un cachet.
un calendrier judiciaire qui se décale. C'est précisément cette banalité qui glace le sang. Parce qu'elle signifie que personne n'a eu besoin d'être monstrueux pour que le monstre agisse, à mesure que le temps passe. Les récits s'épaissent, des familles vivant avec une vie qui ne se referme pas. Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois. Les visages apparaissent parfois dans les médias, puis disparaissent à nouveau. L'opinion publique ne s'embrase pas encore. Il manque une étincelle. Il manque un moment où tout s'effondre d'un coup, dans l'ombre. Pourtant, quelque chose s'organise. Pas un plan grandiose, pas une imagination spectaculaire. Juste la continuation logique d'un parcours que rien n'a vraiment interrompu. Les barrières qui auraient dû être infranchissables se sont révélées poreuses. Les contrôles irregulars. Les alertes étouffées par la routine. Ce qui frappe dans cette première partie, c'est l'impression d'un temps mal utilisé, d'un passé qui aurait pu être corrigé. Chaque minute qui s'écoule est une minute de trop, mais personne ne le sait encore. Le futur n'a pas encore révélé sa violence. Il se contente d'attendre que tout soit en place. Le malaise grandit chez les spectateurs parce qu'ils comprennent quelque chose avant les personnages. Cette histoire ne parlait pas seulement d'un individu. Elle parlait d'un enchaînement, d'une chaîne dont chaque maillon paraît solide jusqu'au moment où l'ensemble cède. Et quand cela cède, il est trop tard pour remonter le cours du temps. La caméra narrative invisible s'attarde sur des détails qui ne sont pas une idée. Une décision, une porte qui se referme sans bruit. On ne force rien, on observe. On laisse la logique froide des événements produire son effet. Le suspense ne vient pas d'un danger immédiat, mais de la certitude qu'il approche et que personne ne se retourne. À la fin de cette première partie, il n'y a pas de révélation, pas encore. Il y a quelque chose de plus inquiétant, la certitude que l'histoire aurait pu s'arrêter là. Que tout ce qui va suivre n'est pas le fruit d'une fatalité, mais d'une accumulation de renoncements discrets. Le silence initial n'a pas été brisé, il s'est installé. Et pendant que ce silence se passait, quelque part, Horse-Champ, l'irréparable commence à prendre forme. Astérisque, astérisque, partie 2. Les enfants invisibles, astérisque, astérisque. Il y a un moment précis où une disparition cesse d'être un événement pour devenir une statistique. Ce moment est presque imperceptible. Il ne se produit pas dans un bureau précis ni à une date exacte. Il s'installe lentement, à force de répétitions, jusqu'à ce que l'absence d'un enfant prenne la forme d'un chiffre, d'une ligne dans un tableau, d'un dossier qui glisse vers les bases d'une pile. Au début, chaque disparition est unique. Elle porte un prénom, un visage, une chambre restée intacte. Les parents parlent de heures, pas encore de jours. Ils comptent les minutes, scrutent les fenêtres. Le téléphone pose trop loin, puis trop près. Ils se persuadent que tout va rentrer dans l'ordre, parce que l'alternative est impensable. L'espoir n'est pas un choix, c'est un réflexe de survie. Les premiers contacts avec les autorités sont police measures. Presque rassurants. On promet de regarder, de vérifier, de rappeler. On pose des questions pratiques, celles qui donnent l'impression que le contrôle existe encore. Les parents répondent, dociles. Convaincus que plus ils coopéreront, plus vite leurs enfants reviendront. Ils ne savent pas encore que le temps est déjà en train de jouer contre eux. Dans les commissariats, les mêmes phrases reviennent. Fugue possible. Conflit familial. Influence extérieure. On n'accuse personne. On n'exclut rien. Et surtout, on ne s'affole pas. L'affolement est perçu comme un luxe, quelque chose qu'on ne peut se permettre qu'en présence de preuves solides. Or les preuves, à ce stade, sont invisibles. Elles se cachent dans les espaces vides.
dans ce qui ne s'est pas produit, ce qui manque le plus. Si n'est pas l'information, c'est la connexion. Chaque disparition est traitée comme un cas isolé, un accident statistique dans une société qui se croit stable. Les dossiers ne se parlent pas, les lieux ne se superposent pas. Les ressemblances sont jugées trop vagues pour justifier une alerte plus large. La prudence devient une excuse pour l'inaction. Pendant ces temps, les familles commencent à changer. Les conversations tournent en boucle, les silences s'allongent. Les nuits deviennent des zones hostiles où l'imagination s'emballe. Certains parents culpabilisent. D'autres se mettent en colère, tous cherchant un sens. On dit-il oblique expliquerait tout. Ils se demandent si qu'ils ont raison. Alors que le vrai problème est ailleurs. Les médias. Ils aussi, hésitants. Une disparition attire l'attention quelques jours, parfois une semaine. Puis l'actualité passe à autre chose, il n'y a pas de récit clair. Pas d'ennemis identifiés, pas de scénario facile à raconter. L'histoire est trop inconfortable, trop fragmentée. Elle demande un effort, une continuité que peu sont prêts à fournir. C'est dans cet espace de flottement que les enfants deviennent invisibles, pas parce que personne ne les aime. Mais parce que le système n'est pas conçu pour voir ce qui se répète lentement. Il est calibré pour les crises immédiates, pas pour les catastrophes progressives, chaque disparition. Prise isolée semble insuffisante pour déclencher l'alarme générale. L'angoisse change alors de nature. Elle ne vient plus seulement de l'absence de l'enfant, mais de l'impression diffuse d'être seul face à une machine trop grande, trop lente. Les parents sentent que quelque chose leur échappe, et ils perçoivent des résistances invisibles. Des délais qui n'ont pas de justification claire. Ils n'ont pas encore les mots pour parler d'échec institutionnel. Mais ils en ressentent déjà les effets dans ces paysages fragmentés. Un nom circule parfois, sans s'imposer. Asterisk marque du trou asterisk n'est pas encore une figure centrale. Il apparaît à la périphérie. Dans des conversations partielles, des souvenirs incomplets. Rien qui permette de relier les points avec certitude. Rien qui transforme le soupçon en conviction. Le doute, ici, est diffus, presque abstrait. Ce qui est le plus troublant, c'est que tout cela se déroule à visage découvert. Il n'y a pas de clandestinité spectaculaire, pas de disparition dans des zones reculées. La société continue de fonctionner autour de ces absences, comme si elles faisaient partie du décor. Les écoles accueillent d'autres élèves, les rues restant animées. La normalité absorbe le choc, le récit devient alors profondément injuste. Ceux qui cherchent des réponses doivent se battre pour être entendus, tandis que ceux qui pourraient interagir disposent du temps comme d'un bouclier. Chaque jour qui passe sans avancer transforme l'urgence en habitude. L'exception devient la règle. Et plus le temps s'étire, plus il devient difficile de revenir en arrière. Il y a, dans cette phase, une violence sort de qui ne laisse pas de traces visibles. Elle ne se mesure pas en blessures, mais en attentes prolongées, en promesses floues, en regards qui évitent de se croiser. C'est une violence qui use, qui fatigue, qui finit par convaincre certains qui insistent reste inutile. Le renoncement s'installe sans bruit. Le spectateur ressent cette oppression lente. Il comprend que l'histoire ne se dirige pas vers une résolution rapide. Au contraire, elle s'enfonce dans une zone grise où la responsabilité se dilue. Chaque institution peut dire qu'elle a fait sa part. Même si l'ensemble ne fonctionne pas, le système devient un labyrinthe sans centre identifiable. À mesure que les jours passent, l'absence des enfants cesse d'être exceptionnelle. Elle devient un arrière-plan. C'est là que le malaise atteint un nouveau seuil. Parce que ce qui était impensable commence à être intégré, non pas accepté, mais toléré faute de mieux.
et cette tolérance involontaire prépare le terrain pour la suite. La caméra narrative s'attarde sur des détails humains. Une chambre qui reste rangée, un sac d'école accroche derrière une porte. Un anniversaire qui passe sans célébration. Rien de spectaculaire. Juste des preuves silencieuses que quelqu'un manque, si les détails s'accumulent. Formant une masse invisible que personne ne semble capable de soulever. À la fin de cette deuxième partie, une certitude s'impose doucement. Le danger ne vient pas seulement de ce qui se cache, mais de ce qui est laissé sans réponse. Les enfants ne sont pas seulement absents. Ils sont devenus invisibles aux mécanismes censés les protéger. Et dans cette invisibilité, quelque chose d'irréversible est déjà en marche. Astérisque, astérisque, partie 3, la maison astérisque, astérisque. Il existe des lieux qui n'annoncent rien, des lieux qui ne préviennent pas, qui ne portent aucun signe distinctif, aucun détail capable d'arrêter le regard. La maison en fait partie, elle n'est ni isolée ni sinistre. Elle est là, simplement. Une construction ordinaire dans un paysage ordinaire, c'est précisément cette normalité qui la rend dangereuse. De l'extérieur, rien n'accroche l'attention. Une façade sans histoire, des fenêtres qui reflètent le ciel. Une porte qui s'ouvre et se ferme comme tant d'autres, les voisins passant devant sans ralentir. Les facteurs déposant le courrier, la vie circule autour. Dense, rassurante. Personne n'imagine que cet endroit puisse contenir autre chose que ce qu'il montre. À l'intérieur, pourtant, l'espace est refermé. Les pièces sont petites, fonctionnelles. Pensez pour l'usage quotidien. Rien de spectaculaire. Rien qui évoque un crime. Et c'est là que le malaise commence à s'installer. Le horreur n'a pas besoin de se déguiser. Elle se contente de s'adapter. Elle se glisse dans les angles morts de l'attention humaine. La maison devient un personnage silencieux du récit. Elle ne parle pas. Elle ne trahit pas. Elle absorbe les sons, les gestes, les présences. Elle transforme l'extraordinaire en routine. Ce qui s'y passe ne ressemble pas à ce que l'on imagine quand on pense au mal. Il n'y a pas de chaos visible. Seulement une organisation froide, presque méthodique. Dans cette histoire, la maison est le point de convergence. Elle relie ce qui semblait pas, les disparitions, les silences, les lenteurs prenant soudain une autre dimension lorsqu'on comprend qu'un lieu unique pourrait les contenir. Pas encore comme une certitude, plutôt comme une intuition dérangeante. Difficile à formuler, le spectateur commence à ressentir une forme de claustrophobie. Pas parce que l'espace est étroit, mais parce que les possibilités se referment. L'idée qu'un endroit aussi banal puisse devenir le centre d'une tragédie collective crée un vertige particulier. Cela signifie que le danger n'est pas l'exception. Il est intégré au décor. Dans les récits classiques, l'horreur surgit avec fracas. Ici, elle s'installe. Elle prend le temps. Elle s'appuie sur la discrétion, sur l'habitude, sur l'indifférence involontaire de ceux qui vivent à proximité. La maison ne crie pas. Elle attend, à mesure que l'on s'en approche mentalement. Chaque détail prend une importance disproportionnée. Une cave, un escalier, une porte fermée. Des éléments banals qui, soudain, deviennent lourds de sens. Le spectateur comprend que l'imagination fait déjà une partie du travail. Et cette imagination est plus cruelle que n'importe quelle description explicite dans cette troisième partie. Le nom de astérisque astérisque marque du trop astérisque astérisque cesse d'être abstrait. Elle commence à s'ancrer dans un espace concret. Il n'est plus seulement lié à des décisions judiciaires ou à des dossiers mal suivis. Il est associé à un lieu précis, tangible, que l'on pourrait presque situer sur une carte. Cette matérialité rend toute place insupportable, si équiglace le sang. Si n'est pas seulement si que la maison pourrait être cachée, c'est le fait qu'elle était là tout le temps. Accessible,
visible. À portée de regard, elle n'est pas enfouie dans une forêt lointaine ni dissimulée derrière des barrières. Elle fait partie du tissu urbain, de la vie quotidienne. Elle coexiste avec l'innocence. Le récit insiste alors sur une idée troublante. La proximité. Le danger n'était pas éloigné. Il était proche, presque familier. Cette proximité remet en question une croyance profondément ancrée, celle que le mal se reconnaît facilement. Qu'il ne se distingue pas des signes clairs, ICI, il se fond dans le paysage, à ce stade. Le spectateur ne voit toujours pas tout, et c'est volontaire. La narration récente s'aguerre. Laisse des zones d'ombre, elle refuse la satisfaction immédiate. Parce que comprendre trop vite serait une forme de soulagement, et si récit ne cherchait pas à soulager. Il cherchait à confronter. La maison devient alors le symbole de tout ce qui n'a pas cet regard de presse. Elle incarne l'échec collectif à poser les bonnes questions au bon moment. Chaque mur semble porter le poids de ce qui aurait pu être évité. Chaque épice évoque une occasion manquée. Plus le temps passe, plus l'idée s'impose. S'il n'est pas une anomalie, il est le produit logique d'un enchaînement déjà décrit. Une liberté accordée trop tôt, des contrôles insuffisants, des alertes disperses. La maison n'est pas la cause première, elle est la conséquence. Le spectateur ressent alors une colère sourde, mêlée à une impuissance grandissante, parce qu'une fois que l'on commence à comprendre le rôle de cet endroit, il devient évident que revenir en arrière est impossible. Le passé est figé. Les décisions ont déjà été prises. Les murs ont déjà tout absorbé. La fin de cette partie ne révèle pas encore l'ampleur de ce qui s'est joué entre ces murs. Elle n'en a pas besoin. Il suffit de comprendre que la maison existe, qu'elle fonctionne, qu'elle a été ignorée. Cette simple existence suffit à faire basculer le récit dans une zone plus sombre. Et tandis que la caméra narrative s'éloigne lentement de cette façade banale, une certitude s'installe. Ce qui se passe ici ne pourra jamais être complètement effacé. La maison restera debout, silencieuse, témoin muet d'une histoire que personne n'aurait voulu voir commencer ainsi. Asterisk, asterisk, partie 4. L'escrit quando pas entendus, asterisk, asterisk. Il y a une différence essentielle entre ne pas entendre et ne pas écouter. L'escrit, dans cette histoire, n'ayant pas toujours de sens, ils prenaient d'autres formes. Une inquiétude qui persiste, une intuition qui dérange, une phrase lâchée trop vite, puis aussitôt ravalée. Rien d'assez clair pour s'imposer, rien d'assez brillant pour forcer l'arrêt. Autour de la maison, la vie continuait. Des voisins rentrant du travail, saluant poliment. Fermant leurs portes, chacun avec ses habitudes. Ses soucis, ses propres urgences. Le monde ne s'interrompt pas facilement, même quand quelque chose cloche. Il préfère interpréter l'étrangeté comme un malentendu, un détail sans importance. Il y a eu des moments pourtant, des instants fugaces où l'inconfort traverse l'esprit de quelqu'un. Une impression étrangère, un bruit qu'on n'identifie pas clairement. Une sensation de malaise qu'on n'arrive pas à formuler. Ces moments ne durent jamais longtemps. La routine les écrase presque aussitôt. On se convainc que l'on exagère, que l'on projette, que l'on se trompe. C'est ainsi que les crises deviennent invisibles. Ils se dissolvent dans le bruit ambiant de la normalité. La société moderne est experte dans cet art. Neutraliser l'inquiétude en la diluant. Ce qui n'est pas certain est report. Ce qui dérange est minimis. Ce qui demande une action lourde est renvoyé à plus tard. Du côté des institutions, le même mécanisme est à l'œuvre, mais sous une forme plus structurée. Les alertes ne manquent pas totalement, elles arrivent morcelées. Incomplete, parfois mal formulées. Elles empruntent des canaux différents, s'arrêtant à des niveaux hiérarchiques distincts.
aucune ne suffit à elle seule. Le déclencheur and reaction decisive. Le problème n'est pas l'absence de signaux. C'est leur fragmentation. Chaque service voit une partie du tableau. Jamais l'ensemble. Et personne n'est réellement chargé de recomposer l'image globale. La responsabilité circule, se transmet. C'est dit-le, chacun peut dire qu'il a fait ce qui était attendu de lui. Sans que cela ne produise un effet réel. Pendency temps. Le temps continue de passer. Il s'étire. Il alors dit chaque minute d'attente, pour ceux qui savent ou qui sentent que quelque chose ne va pas. L'impuissance devient une forme de torture silencieuse pour les autres. L'ignorance est presque confortable. Elle permet de dormir, de travailler, de penser à autre chose. Si qui rend cet effet particulièrement insupportable, c'est la proximité entre la possibilité d'agir et l'inaction. Il ne s'agissait pas de résoudre un mystère insoluble, il s'agissait souvent de relier des éléments déjà existants. Mais relier demande un effort qui implique de reconnaître que l'on a pu être manque quelque chose auparavant. Reconnaître une erreur, surtout à l'échelle institutionnelle, est toujours difficile. Cela suppose de remettre en cause des procedures, des decisions, parfois des carrières. Alors on temporise, on attend une confirmation supplémentaire. On espère que le problème se résoudra de lui-même. Cette attente devient un choix. Mais si personne ne le formule ainsi, le spectateur commence à ressentir une colère particulière, différente de celle qui provoque la violence directe. C'est une colère contre le vide, contre l'absence de réaction, face à ce qui aurait pu être empêché. Une colère froide, rationnelle, qui ne trouve pas de cible unique. Parce que le responsable n'est pas une personne isolée, mais une accumulation de non-decisions. Les crises qu'on n'a pas entendues ne sont donc pas seulement ceux des victimes, ce sont aussi ceux de la logique, de la raison, du simple bon sens. Ils ont été étouffés par la complexité, par la peur de se tromper, par la volonté de ne pas créer de scandales sans certitude absolue, la prudence. Ici a pris la forme d'une violence passive. À mesure que cette réalité s'impose, le récit change subtilement de registre. On ne se demande plus seulement ce qui se passe. On commence à se demander pourquoi cela était possible. Et cette question est plus dérangeante, parce qu'elle implique tout le monde. Elle remet en cause l'idée rassurante selon laquelle les horreurs sont toujours le fait de situations exceptionnelles. La tension ne vient plus de l'attente d'un événement spectaculaire. Elle vient de la certitude que chaque minute d'inaction a un poids, que chaque jour passé sans intervention creuse un fossé supplémentaire entre ce qui aurait pu être fait et ce qui sera un jour découvert. Le spectateur sent que le temps est devenu un ennemi actif dans cette quatrième partie. Rien n'explose encore. Rien ne se révèle complètement. Et pourtant, le malaise atteint un nouveau seuil. Parce que l'on comprend que le drame ne tient pas seulement à des actes isolés, mais à un environnement qui a permis qu'il se prolongue. L'horreur n'est plus seulement cachée, elle est tolérée par défaut. Lorsque la narration se rapproche de la fin de cette section, une impression persiste. Si quelqu'un avait vraiment écouté, si quelqu'un avait relié les points au bon moment, l'histoire aurait pu bifurquer. Cette possibilité hantait le récit. Elle s'impose comme une ombre permanente. Les crises n'ont pas été entendues. Ou plutôt, ils ont été entendus sans être reconnus pour ce qu'ils étaient. Et dans cet écart minuscule entre perception et action, quelque chose de définitif s'est joué. La suite ne sera plus qu'une révélation tardive de ce que le silence avait déjà permis. Asterisk, partie 5, quand la vérité arrive trop tard, asterisk. Il y a un instant précis où l'espoir change de nature. Il ne disparaît pas immédiatement. Il se transforme. Il devient plus lourd, plus fragile, presque dangereux.
Dans cette histoire, cet instant survient lorsque les premières certitudes émergent enfin. Pas des rumeurs, pas des intuitions. Des faits est avec you. Une prise de conscience brutale. Ce qui est en train d'être découvert aurait pu l'être bien plus tôt. La vérité ne surgit pas comme une révélation spectaculaire. Elle arrive par fragments, par couches successives, chacune place difficile à supporter que la précédente. Ce n'est pas un choc unique, mais une série de coupes sourdes. Espaces, qui laissent à peine le temps de reprendre son souffle. Chaque nouvelle information corrige la précédente, la sombrite, la rend place irréversible. Pour les familles, cette phase est la plus cruelle, parce qu'elle mélange deux mouvements contradictoires. D'un côté, la fin de l'incertitude. De l'autre, la confirmation que l'attente n'a pas été vaine pour tout le monde. La vérité arrive, mais elle arrive tard. Trop tard pour réparer, trop tard pour revenir en arrière. Trop tard pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Le récit s'alourdit d'une culpabilité diffuse. Pas seulement celle de l'auteur des faits, mais celle qui circule dans l'air. Qui se dépose sur les institutions, sur les procédures, sur les silences espaces, les questions changeant. On ne demande plus où sont-ils. Astérisque on demande astérisque pourquoi maintenant. Astérisque et surtout, astérisque pourquoi pas avant. Astérisque, chaque élément découvert agit comme un miroir déformant du passé. Les décisions antérieures prennent un sens nouveau, les lenteurs deviennent insupportables, les hesitations indefendables. Ce qui semblait prudent apparaît désormais comme une fuite. Le temps, qui était autrefois un allié s'oppose, se révélait être un complice involontaire. Le spectateur ressent alors une forme de vertige moral, parce que la vérité, sans s'y libérer, enferme ici dans un constat implacable. Savoir n'efface rien, savoir n'apaise pas. Au contraire, savoir amplifie la douleur, car il révèle l'écart entre ce qui a été fait et ce qui aurait pu l'être. La connaissance devient une charge supplémentaire. Ainsi est dit, le nom de astérisque marque du trop astérisque n'est plus périphérique. Il s'impose, Lord. Central, impossible à contourner. Mais il ne suffit plus à contenir l'horreur. Il devient presque insuffisant comme explication. Parce que ce que l'on découvre dépasse un individu, cela touche à la structure même du récit collectif. La vérité tardive agit aussi comme un révélateur social. Les médias s'emballent, les regards s'y tournent, les discours se multiplient. Chacun cherche à comprendre, à expliquer. Parfois, à se dédouaner, le récit change de rythme. Il s'accélère soudain, comme si le temps perdu devait être rattrapé d'un coup. Mais cette accélération arrive après l'essentiel, si qui frappé. C'est le contraste. Pendant des mois, parfois des années, l'attente a été longue, étirée, presque immobile. Et soudain, tout s'enchaîne. Les informations affluentes, les certitudes s'installent. Le silence se brise, mais il se brise trop tard pour être réparateur. Il ne fait que rendre audible ce qui aurait dû l'être depuis longtemps dans cette phase. L'espoir résiduel devient douloureux. Chaque découverte s'accompagne d'un astérisque et si astérisque. Et si cette information avait été prise au sérieux? Et si cette piste avait été suivie? Et si ces contrôles avaient été effectués jusqu'au bout? Ces questions ne trouvent pas de réponse satisfaisante. Elles s'accumulent, formant un puits que personne ne peut vraiment porter. Le récit refusait ici toute forme de consolation. Il n'y a pas de soulagement à la vérité. Seulement une lucidité brutale. Les spectateurs comprennent que certaines révélations ne réparent rien. Elles ne font que figurer l'irréparable dans une forme définitive. Ce qui est su ne peut plus être ignoré. Mais ce qui est perdu ne peut plus être retrouvé. Et à mesure que cette vérité tardive s'impose,
Une autre idée émerge, plus dérangeante encore. Si un moment n'est pas la fin de l'histoire, si n'est qu'un point de bascule. La découverte des faits n'apporte pas la clôture, elle ouvre une nouvelle phase. Plus large, plus politique. Plus collective, la question n'est plus seulement asterisk que s'est-il passé. Asterisk mais asterisk comment cela a-t-il été possible, asterisk. La caméra narrative s'attarde alors sur les visages, pas sur des coupables. Sur des proches, des témoins indirects. De ceux qui comprennent, trop tard. Que leur confiance a été trahie, le choc est silencieux. Il ne se manifeste pas par des crises, mais par une immobilité lourde, presque irréelle. La fin de cette cinquième partie ne cherche pas à conclure. Elle laisse le spectateur dans un état inconfortable, suspendu entre la satisfaction amère de savoir et la douleur profonde de comprendre que savoir arrive après l'essentiel. La vérité est là, mais elle n'a plus le pouvoir de sauver. Elle n'a plus que lui de révéler l'ampleur de ce qui a été perdu. Astérisque, astérisque. Partie 6 l'état qui vacille, astérisque, astérisque. Quand la vérité s'installe, elle ne s'arrête pas au fait. Elle continue sa course, implacable. Et finit par heurter quelque chose de plus vaste, si n'est plus seulement une affaire criminelle. C'est un test de solidité. Et ici test? Lentement, commence à figurer si qui semblait immuable. Au départ, les institutions réagissant comme elles savent le faire. Elles communiquent, elles expliquent. Elles promettent des clarifications. Les mots sont choisis. Prudence, calibreuse. On parle de dysfonctionnements d'erreurs humaines. De concours de circonstances. Le vocabulaire sert de rempart. Il amortit le choc. Il tente de contenir l'indignation dans des limites acceptables. Mais quelque chose ne fonctionne pas. Les explications glissent. Elles ne rassurent pas. Elles provoquent l'effet inverse. Plus on parle, plus l'impression d'un vide se renforce. Les réponses semblant toujours arriver à côté des questions. On corrige des détails. On ajuste des procédures sans toucher au cœur du malaise. Le public commence alors à comprendre que le problème n'est pas ponctuel, il est structurel. Ce n'est pas un engrenage isolé qui a déraillé, mais plusieurs mécanismes qui n'ont jamais vraiment communiqué entre eux. La justice, la police, l'administration apparaissent soudain comme des entités séparées, chacune ayant famille dans sa logique. Incapable de produire une réponse unifiée, cette prise de conscience est brutale. Elle transforme la colère en défiance, la confiance. Long-terme accordé par défaut, c'est Fisher. Les citoyens se demandent comment un système conçu pour protéger la policière s'installe une telle dérive, et surtout, comment il a pu ne pas s'en rendre compte à temps dans ce climat. Chaque révélation supplémentaire agit comme une secousse, les décisions passées sont réexaminées. Les responsabilités se déplacent, se renvoyant. Personne ne semble avoir eu une vision d'ensemble, et cette absence de regard global devient le symbole d'un état qui avance à l'aveugle. Persuade que ces procedures suffisent à garantir la sécurité. Le récit bascule alors vers une dimension plus politique. Sans jamais quitter le humain, parce que derrière chaque faille, il y a des personnes, des fonctionnaires, des magistrats, des policiers, souvent de bonne foi, pris dans des logiques qu'ils ne maîtrisent pas entièrement. Le problème n'est pas seulement ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas pu faire. Le nombre de astérisque marque du trop, astérisque continue de passer sur le récit, mais il n'en est plus le centre unique. Il devient le révélateur d'un système qui n'a pas su se corriger à temps, à ce stade. Le monstre individuel semble presque secondaire face à l'ampleur de la défaillance collective. Le spectateur ressent un trouble particulier. Parce que l'effondrement n'est pas spectaculaire, il ne se manifeste pas par une chute brutale.
mais par une perte progressive de crédibilité. Chaque tentative de justification ajoute une couche de méfiance. Chaque déclaration officielle semble trop tardive, trop défensive. Les